Yabiso Télévision. Pour une crise sanitaire ici, en RDC. Donc, c'est avec le président Tshisekedi que nous allons traiter ça. Yabiso Télévision. Incidemment de la RDC, on parle de Papa Wemba et Joseph Kabasele. Yabiso Télévision. Angola, Centrafrique, ce sont les pays limitrophes. On veut dire 9 pays, au moins 3 de la région. Yabiso Télévision. Merci, bonjour à vous. Merci pour l'opportunité de pouvoir transmettre le bilan de cette conférence, qu'en réalité c'est le bilan de l'année 2022, c'est le bilan de la mandature de son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, en tant que président d'exercice de la communauté. Pour dire que la conférence a bien passé, c'est la première fois qu'une conférence de la CAC, conférence chef d'État de la CAC, a eu plus de 5 chefs d'État, parce qu'ils ont participé en présentiel, 7 chefs d'État. Même les conférences qu'on a fait par visio, on a eu pas plus de 5 chefs d'État. Donc déjà, c'est une réussite. Ça veut dire que les autres chefs d'État ont voulu faire un honneur au bilan du président Tshisekedi en tant que président en exercice de la communauté. Le président Tshisekedi l'a choisi l'éducation, la santé et la culture comme les 3 thèmes de sa mandature. Et si on parle de l'éducation, pendant l'année 2022, on a eu la réunion des ministres de l'éducation des pays membres de la CAC. Ils ont travaillé à point de fixer pour cette année 2022 un événement scientifique, politique scientifique à l'université de Lubumbashi. Si on parle de la culture, on a, pendant l'année 2022, la CAC, la région, a tenu la première biennale de la culture de la paix. Ça a été une décision que le chef d'État de la CAC avait prise en 2015. En 2014, pour tenir la première biennale en 2015. Jamais s'est tenu cet événement et pendant le mandat du président Tshisekedi, on a eu la première biennale de la culture de la paix de l'Afrique centrale. Une biennale qui a mélangé, a jumelé la paix, sécurité et culture. Parce que pendant la biennale, on a invité plusieurs acteurs de la paix, ceux qui travaillent sur la paix et sécurité dans notre région, et on a fait le bilan de la mise en œuvre de l'architecture de paix et sécurité de l'Union africaine dans le cadre de notre région Afrique centrale. Ça veut dire qu'on a eu pas seulement des ressortissants de l'Afrique centrale, mais d'autres régions qui ont travaillé dans la mise en œuvre, dans l'application de l'architecture de paix et sécurité de l'Union africaine en Afrique centrale. On a fait le bilan de 20 ans de l'APSA, l'architecture de paix et sécurité de l'Union africaine.
Mais je disais qu'on a fait un mélange avec la culture, même parce qu'on a appelé Biennale de la culture de la paix. Donc on a apprécié la paix avec le bilan de 20 ans de APSA et on a aussi célébré deux grands artistes africains de la région, coïncidemment de la RDC. On parle de Papa Wemba et Joseph Kabasele. On a lancé des ouvrages biographiques de ces deux artistes africains, aussi pour célébrer la rumba congolaise. Si on parle de santé, les ministres de santé de la région se sont réunis à plusieurs reprises par visioconférence et ici, en présentiel, ici à Kinshasa. Et ils ont fait le premier comité de pilotage, la réunion des ministres sur le programme REDICE 4, un programme de la Banque mondiale qui aujourd'hui couvre 5 pays de la région. Actuellement, on travaille pour étendre à tous les 11 États membres de la région CEAC. Le mandat du président Tshisekedi a aussi vu le lancement de la première conférence maritime de l'Afrique centrale. C'était une décision que les chefs d'État ont prise en 2009, septembre 2009. Et c'est seulement 14 ans après qu'elle passe à la pratique. Et c'est sous la mandature de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le bilan de la mandature du président Tshisekedi, c'est top, vraiment. Le bilan de la conférence en général, on a présenté le rapport d'activité de 2022 et les chefs d'État ont apprécié un bilan positif du travail de la commission de la CEAC. Et en tenant en compte ça, ils ont félicité le dynamisme de la nouvelle commission. Nous sommes en train de travailler pour consolider la nouvelle CAC. Un élément aussi important, c'est le fait de tenir, ça c'est la 4e fois, les conférences de chefs d'État dans les délais prévus dans les traités. Ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour la région. L'histoire à la région, c'était que les conférences de chefs d'État se tenaient à chaque 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais pour la 4e fois, les chefs d'État ont pu tenir les conférences de chefs d'État dans le délai. À chaque 6 mois, on a une conférence de chefs d'État. On a eu en juillet 2021, janvier 2022, juillet 2022,
février 2023. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire pour notre région. La différence, et c'est bien que vous me questionnez sur ça, parce qu'il y a une différence fondamentale entre les protocoles de 2009 et ce que les experts et les ministres ont traité du 28 novembre 2022 ou au 23 janvier 2023. Et pourquoi est-ce que je prends toute cette période? C'est parce que, en réalité, on a tenu des ateliers thématiques, ateliers de réflexion, où n'ont pas participé seulement des organes étatiques, nos experts de nos ministères, de pêche, agriculture, défense, sécurité, affaires étrangères, mais aussi ONG ont participé, des partenaires techniques et financiers de la région ont participé, étrangers à la région ont participé, des entrepreneurs privés ont participé à cette partie de réflexion. C'est que on a pu apprendre des réflexions, des ateliers thématiques de réflexion, on les a amenés aux instances, aux comités techniques spécialisés, déjà pour prendre des décisions. Et c'est après que s'est tenu le Conseil des ministres le 23 janvier. Je disais qu'il y a une différence fondamentale entre le protocole de 2009 et le protocole de 2023. C'est que le protocole de 2009, il était adressé seulement à la sécurité maritime. Seulement. Il était adressé seulement aux États membres de la CAC qui ont une côte. Et dit les États membres de la CAC du Golfe de Guinée. Ça, c'est l'intitulé du protocole de 2009. Les protocoles révisés, le protocole de Kinshasa révisé, parce que 2009 était aussi à Kinshasa, et s'adresse pas seulement aux États membres de la CAC du Golfe de Guinée, ceux qui ont une côte, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur du continent. Et on dit les intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées. Donc, les 11 États membres de la CAC sont impliqués dans les protocoles révisés. Le protocole de 2009 impliquait seulement 7 États membres. Maintenant, les 11 États membres sont impliqués. Ça, c'est une différence fondamentale. Autre différence fondamentale, c'est que je disais que le protocole de 2009 était adressé seulement à la sécurité, mais le protocole 2023, le protocole révisé, est adressé à la sécurité visant le développement, particulièrement le développement de l'économie bleue. Donc, il y a en réalité, la conférence maritime a produit des protocoles. Les protocoles portant la stratégie de sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées des États membres de la CAC et les protocoles portant le développement
de l'économie bleue durable en Afrique centrale. Donc, en réalité, il a produit des protocoles parce qu'il visait pas seulement la sécurité, mais aussi le développement. La sécurité doit servir au développement. Ça, c'est l'idée, ça a été l'idée de la conférence maritime qui a été une réussite avec ces deux protocoles. Mais la conférence maritime a aussi produit une déclaration des ministres. Parce que les protocoles sont signés par les chefs d'État. Mais les ministres eux-mêmes, ils ont aussi produit une déclaration. C'est la déclaration des ministres sur les axes de la politique maritime de l'Afrique centrale. Donc, on peut dire que il a passé 14 ans, mais quand même, ça a donné quelque chose. L'environnement a changé. En 2009, la préoccupation centrale était la sécurité. Et aujourd'hui, la préoccupation est la sécurité pour le développement, pas la sécurité pour avoir sécurité, mais sécurité pour le développement. Oui, la CSC, pas seulement à ce sommet, déjà au sommet de juillet, à la 21e session ordinaire de la conférence chef d'État de gouvernement, le 25 juillet ici à Kinshasa, la conférence a adressé aussi la situation sécuritaire dans la région et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Et la conférence à l'époque avait décidé que la CSC, la commission devait travailler dans le cadre du protocole de Luanda et dans le cadre du processus de Luanda et les processus de Nairobi que la CSC devait accompagner. Et la conférence a réitéré ça de telle façon que dans toutes les activités, elle a même décidé que pour toutes les activités, que tous les événements que se tiennent dans le cadre du processus de Luanda ou de Nairobi, que la CSC doit participer en tant qu'observateur. C'est une décision de la conférence des chefs d'État. Et la conférence des chefs d'État a aussi, en s'adressant à la situation humanitaire ici en République démocratique du Congo, en conséquence de la situation militaire et sécuritaire, la conférence a décidé de mettre en place un fonds de solidarité. Donc, nous allons travailler pour un peu dessiner les fonds, comment est-ce qu'il sera structuré. Nous allons ouvrir un compte pour ces fonds et c'est aussi l'opportunité des États membres de se faire solidaires aux déplacés internes en République démocratique du Congo. Immédiatement aux événements du 20 octobre 2022 au Tchad, le président d'exercice, le président Tshisekedi, m'a dépêché au Tchad. Le 22 octobre, j'ai atterri au Tchad pour constater in situ la situation.
Et on a eu la possibilité de le faire. Nous avons produit un rapport que nous avons présenté à la conférence extraordinaire de chefs d'État le 25 octobre. Et la conférence de chefs d'État a décidé de rester solidaire avec les peuples et les autorités tchadiennes. La conférence chef d'État a nommé, a désigné un facilitateur, en la personne de son Excellence président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le facilitateur pour les processus de transition. Et les autorités tchadiennes ont demandé une enquête internationale. Et la conférence chef d'État l'a approuvé et la commission de la CSC a dépêché au Tchad une mission d'enquête avec des ressortissants de notre région, notamment de l'Angola, du Burundi, de la RDC et des São Tomé et Príncipe, des enquêteurs de ces pays, mais aussi un enquêteur mis à la disposition par SENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens, et la mission d'enquête fait son travail avec le soutien méthodologique ou l'appui méthodologique des Nations Unies. Parce qu'on a demandé le soutien des Nations Unies. Les Nations Unies nous avaient dit qu'ils pourraient nous donner un des 3 genres d'appui. Logistique, technique ou méthodologique. Donc, on a choisi l'appui méthodologique. Donc, ça veut dire pour mener l'enquête utilisant les méthodes des Nations Unies. Que ce sont des méthodes approuvées déjà et acceptées globalement. Donc, on a décidé d'utiliser ces mêmes méthodes au lieu d'inventer des méthodes qui, après les autres, allaient essayer de mettre en cause. Comme ça, ce sont les méthodes des Nations Unies qui sont utilisées pour l'enquête au Tchad. Et la mission n'a pas encore fini son travail. Dans les prochains jours, elle va finir le travail. On a décidé d'étendre le temps parce que la mission a eu une difficulté. Au début, particulièrement, les partis de l'opposition au Tchad ne voulaient pas rencontrer la mission d'enquête. Et même l'Église, les ambassadeurs étrangers au Tchad, les Occidentaux, ne voulaient pas rencontrer la mission d'enquête. Mais dernièrement, ils ont décidé, ils ont changé leur avis par rapport à la mission. Ils ont vu quelque chose que je ne sais pas, mais donc, ils ont décidé de changer l'avis. Et ça nous a fait étendre la mission, le temps de la mission. Mais dans les prochains jours, ils vont finir la partie enquête pour se dédier à écrire les rapports. Donc, le rapport sera présenté aux autorités tchadiennes, sera aussi présenté au facilitateur, président Tshisekedi, et après, le président Tshisekedi va nous guider sur les prochains pas. Ça, c'est un des volets de la situation au Tchad, les événements du 20 octobre et l'enquête internationale. L'autre volet, c'est l'accompagnement de la situation politique. Et la conférence chef d'État a aussi décidé de désigner, à part le président Tshisekedi facilitateur, des envoyés spéciaux pour
aider les facilitateurs. Donc, le ministre de l'intégration régionale et francophonie de la République démocratique du Congo a été désigné un des facilitateurs et moi-même, un envoyé spécial. Et moi-même, nous sommes les deux des envoyés spéciaux qui appuient les facilitateurs, président Tshisekedi. On a fait déjà, après la conférence du 25 octobre 2022, on a fait 3 déplacements au Tchad, où nous avons rencontré les autorités, mais aussi les partis politiques de l'opposition. Ceux qui n'ont pas, sont contre les conclusions du dialogue national inclusif et souverain que Tchad a fait, on les a rencontrés. Et nous sommes en train de mettre en place une plateforme de concertation entre ceux qui sont contre les résolutions du dialogue et les autorités. Donc, on a proposé, la conférence des chefs d'État a approuvé de tenir ici, à Kinshasa, réunion avec les opposants de Tchad. Pourquoi on les fait hors Tchad? C'est parce qu'il y a des opposants qui ne sont pas au pays. Ils ne veulent pas rentrer au pays immédiatement. Mais on ne peut pas perdre leur vision pour la situation du pays. Et donc, on veut les entendre, de les recevoir ici, en RDC, et parler avec eux, entendre leurs revendications, transmettre leurs revendications au gouvernement tchadien, et après, essayer de mettre ensemble ces opposants avec les autorités tchadiennes, de telle façon qu'ils puissent évacuer les revendications. Tchad, il a seulement 24 mois pour faire cette transition. 24 mois depuis le 8 octobre 2022. Le temps n'est pas élastique. 24 mois, c'est 24 mois. Et pendant cette période, Tchad doit élaborer une nouvelle constitution. Parce que le dialogue a décidé de mettre en place une nouvelle constitution du pays. Une constitution qui sera votée en référendum. Mais il faut l'élaborer. Il faut que ce que le peuple va voter après dans le référendum soit quelque chose accepté pour la majorité des acteurs politiques. C'est pour ça que pour nous, il est important d'entendre les partis de l'opposition, même ceux qui sont au Tchad. Le dialogue a aussi décidé de mettre en place une nouvelle loi électorale. La loi électorale va conduire les pays aux élections. Pour avoir des élections apaisées, la loi électorale doit être acceptable pour tous. Donc, pour nous, c'est aussi important d'entendre les revendications, les idées, les avis des opposants, même ceux qui sont à l'extérieur du pays par rapport à la nouvelle loi électorale. Le dialogue a décidé de mettre en place une nouvelle commission nationale électorale. Donc, ceux qui sont à l'extérieur, s'ils veulent participer à la commission nationale électorale,
il faut les convaincre à entrer au pays. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire. Oui. Il doit être bien fait, bien élaboré. Sinon, on va échouer. Sinon, on aura des élections en 2024, mais ce sont les élections qui vont conduire le Tchad vers la guerre, vers le chaos. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc, vous savez, la démocratie, c'est quelque chose qu'on doit apprendre tous les jours. Et nous, ce que nous sommes en train de mettre en œuvre en Afrique, c'est la démocratie occidentale. Et ça aussi pose des problèmes. Parce que manger du riz avec huile de palme, ce n'est pas tous les jours que ça se sent bien. Et c'est un peu ça ce qu'on cherche à faire. Donc, il y a eu des événements malheureux à Saint-Thomé. Les autorités santoméennes ont demandé l'appui d'une mission d'enquête internationale de la CAC, que la CAC l'a fait conjointement avec Nations Unies, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et dans cette affaire du 25 novembre, il y a aussi des volets. Il y a les volets tentatives de coup d'État, il y a les volets droits humains, qui sont des choses différentes. Parce qu'il y a les événements militaires, ou dans une caserne militaire, ce qu'on appelle tentative de coup d'État. Les autorités ont fait des enquêtes par rapport à ça, ont arrivé à quelle conclusion? La CAC a fait une enquête qui ne visait pas trouver des coupables à la situation. C'est que l'enquête de la CAC visait mieux savoir comment est-ce que ces événements pourraient affecter politiquement l'avenir du pays. Donc, l'enquête a été faite. Les résultats et un rapport préliminaire, encore préliminaire, a été produit. Le rapport a été soumis au président de la République de Saint-Thomé et Principe et au président d'exercice. C'est comme ça qu'on avait convenu que le rapport, parce que dans ce genre de rapport, après il y a des visions et parfois même l'enquêteur présente aussi ses émotions. Donc c'est pour ça qu'on appelle rapport préliminaire. Il faut enlever du rapport toutes les émotions et il faut l'encadrer, le contextualiser parce que à Saint-Thomé, dans le cas de Saint-Thomé, on a eu en tant qu'enquêteur quelqu'un du Burundi, quelqu'un de Centrafrique, quelqu'un de RDC, un enquêteur de RDC, et les encadreurs politiques des Congolais et un Tchadien. Des gens qui n'ont jamais vécu à Saint-Thomé, donc sont complètement hors contexte. Donc peut-être ce qu'ils ont mis dans les rapports, ce sont des choses hors contexte. C'est pour ça que le rapport s'appelle préliminaire. Parce qu'après, les autorités qui ont reçu, qui sont dans le contexte, ils doivent les contextualiser. Donc, le rapport a été présenté. Et il y a aussi, par rapport encore à ce rapport qui a été présenté,
la conférence des chefs d'État a apprécié ce qu'a présenté le président de la commission de la CSE, ce qu'a présenté le président de la République démocratique São Tomé et Príncipe, et a pris une décision qui en réalité c'était déjà une demande du président de la République de São Tomé et Príncipe, que la commission, la CSE, la communauté, appuyait São Tomé pour faire la réforme du secteur de justice et du secteur de sécurité. Donc, était une demande du président de la République et l'analyse générale de ceux qui ont participé à l'enquête ont révélé la conclusion: il faut faire la réforme des forces armées. Ça nous conduit au deuxième volet, violation des droits humains. Il y a eu violation des droits humains. Ce n'est pas la mission d'enquête qui le dit, ce n'est pas le président de la commission qui le dit. Ce sont les images, les vidéos que ceux qui ont fait de mauvaises choses à d'autres citoyens de São Tomé, ils-mêmes ont publié. Ils ont mis dans les réseaux sociaux. De telle sorte qu'aujourd'hui, c'est un volet aussi que la justice santomienne est en train de traiter, mais je ne pense que ce n'est pas difficile, parce que les vidéos sont là, les gens, de façon, je peux dire innocente, sont même c'est fait coupables des choses, parce qu'ils ont divulgué les images. Mais ça montre vraiment qu'il faut faire la réforme du secteur de sécurité. Parce que ceux qui ont fait ça, ce sont des militaires. Ce sont des militaires. Si ces militaires ont fait ça à d'autres citoyens et l'ont publié comme c'était normal, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire la réforme du secteur des forces armées. Et ça, je l'ai dit hier pendant la conférence des chefs d'État, je peux répéter, ça m'a montré particulièrement à moi que le président de la République São Tomé connaît bien son pays. Parce que au même moment qu'il nous a demandé de faire l'enquête internationale, il nous a dit: j'ai besoin de votre soutien pour faire la réforme de cette ère de justice et de sécurité. Ils ont fait une enquête et ça c'est le résultat. Donc, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui connaît vraiment son pays. Oui. Les chefs d'État ont bien apprécié la démarche de la Commission par rapport à ça. Oui, ils vont payer. Il y a des choses, si on parle de cotisation, il y a la cotisation selon la, ils ont appelé la clé de distribution, ou clé de répartition, où il y a un budget et ils ont décidé qu'un État paye un montant pour ce budget, avec un pourcentage. Ça, c'est une partie. Et les chefs d'État ont tous reconnu qu'il faut payer. Il faut honorer cette responsabilité. L'autre, c'est la contribution communautaire d'intégration, la CCI. Je peux dire, ma lutte n'est pas pour avoir la clé de distribution, c'est pour avoir la CCI. Parce que c'est la CCI qui peut nous donner la liberté stratégique à la communauté. Aujourd'hui, il y a des projets
que nous sommes en train de mettre en œuvre, mais c'est parce qu'il y a un des partenaires qui finance. Ce n'est pas ça qui va vraiment aider la communauté à se développer. La communauté doit avoir les moyens de décider quels sont les projets qui sont prioritaires. Je peux vous dire, il y a des projets que pour nous, dans notre liste des besoins pour le développement de la région, sont à la place 20, mais on présente aux partenaires 30 projets, ils ne prennent pas ce qu'on a mis aux premières places, ils prennent ce qu'on a mis à la 20e place. Nous sommes obligés d'accepter. Sinon, on n'aura pas l'argent pour ce qui est à la première place, ni ce qui est à la 20e place. Donc, on développe les projets qui sont à la 20e place et on laisse les projets qui sont à la première place. Ça veut dire que nous devons avoir l'argent pour développer les projets qui pour nous sont les plus importants. On ne va pas regarder les choses comme ça parce que pendant nos mandats, on a choisi une philosophie. Donner à chaque chef d'État un, deux ou trois thèmes qu'il doit développer. Donc, le président Sassou Nguesso, notre premier président de la nouvelle CAC, est le champion pour les infrastructures. Donc c'est lui. Si on parle d'infrastructures dans notre région, c'est avec lui que nous allons traiter. Président Tshisekedi, c'est éducation, culture, santé. Donc on va toujours traiter ces secteurs avec lui. Président Ali Bongo a choisi la sécurité maritime, l'environnement et la financiation de la communauté. Ce sont les trois thèmes qu'il a choisis. Donc, on va travailler avec le président Ali Bongo sur ça. Donc, il n'aura pas une compétition entre les chefs d'État, qu'est-ce qu'un fait plus que l'autre, non, parce que chacun va être dédié à un secteur spécifique de l'intégration. On doit faire l'intégration dans le cadre de l'éducation, qui est disparate. Ce qui est ici à côté au Congo, par rapport à ce qui est ici en RDC, diffère beaucoup. Mais ceux qui sont là peuvent venir ici étudier. Ceux qui sont ici peuvent aller. Donc, il faut uniformité. Donc, quelque sorte d'intégration. Et la santé, la même chose. S'il y a une crise sanitaire ici, à RDC, il peut affecter immédiatement l'autre côté, le Congo, l'Angola. Oui, Angola, Centrafrique, ce sont les pays limitrophes. On veut dire 9 pays, au moins 3 de la région, seront immédiatement touchés. Angola, Congo, République centrafricaine. Immédiatement touchés pour une crise sanitaire ici, en RDC. Donc, c'est avec le président Tshisekedi que nous allons traiter ça. Donc, même si le président Ali, c'est le président en exercice, on va travailler avec lui, mais on va demander le soutien du président dédié, les champions pour la santé. Donc, il n'aura pas compétition entre les chefs d'État. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'opportunité de faire lumière de toutes ces situations. C'est vraiment important pour notre communauté. Merci beaucoup. Yabiso Télévision.